oui, le thème des Humanides, c'est, comme on a dit, il faut sauver le soldat Hippocrate. C'est un petit clin d'œil au film, le soldat Ryan. Et donc l'idée, c'est de se dire, effectivement, est-ce qu'il y a moyen de trouver une place pour des philosophies et des médecines de paix dans un monde qui ne pense généralement qu'à la guerre. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on nous dit « nous sommes en guerre sans arrêt ». Non, c'est pas contre les virus, c'est contre les Russes, enfin, tu vois, il y a toujours quelque chose. Et donc, c'est vrai que les différents intervenants qui sont invités donc, à ces Humanides, dont tu fais partie, même si c'est virtuel par le biais d'une vidéo, on aimerait leur demander leurs sentiments par rapport à ça. C'est-à-dire que, puisque tu as un regard à la fois médical et philosophique sur différentes choses, sur la médecine chinoise, sur le soufisme, etc., est-ce qu'il y a encore une place pour une approche médicale qui ne soit pas uniquement basée sur la guerre aux agents pathogènes, même si ça existe aussi? Qui ne soit pas uniquement anti, puisque c'est tout anti-inflammatoire, d'antibiotiques, c'est tout anti. Voilà, c'est ça. Qui soit, alors pro, je ne sais pas si on peut dire quelque chose, mais ou simplement cette logique qu'on a chez nous de, par exemple, soit c'est un agent pathogène contre lequel il faut lutter, soit à l'intérieur du corps, on va dire, il y a comment on appelle ça, une maladie auto-immune, c'est-à-dire même à l'intérieur du corps, on voit toujours un côté guerre, quoi. Donc, effectivement, ça donne des traitements anti, des traitements de lutte. Et on a l'impression qu'il n'y a que ça. Donc, alors on sait que c'est pas comme ça dans toutes les médecines, puisque un déséquilibre se traite par la diplomatie. Lui peut être la cause d'une maladie externe, parce que comme un pays, quand il est fragile, il se fait attaquer. Mais on ne règle pas les problèmes à l'intérieur d'un pays, me semble-t-il, uniquement en se faisant des guerres des guerres civiles, quoi. Donc, est-ce qu'il y a moyen de se traiter à l'intérieur du corps autrement qu'en guerre civile? Et est-ce que même notre médecine, je parle de la médecine occidentale, avait, il y a longtemps, un moyen de traiter autrement que par cette logique anti? Je sais pas ce que... Ben, j'ai envie de partir de la phrase de Aubry tout à l'heure. Ouais. Quand vous contenterez quand vous refuserez, quand vous ne chercherez plus à guérir et à tout prix et que vous contenterez d'accompagner souvent sans comprendre, alors vous serez un vrai médecin. Ça veut dire, ça consiste à faire que le malade se réapproprie sa santé. C'est lui qui sait, c'est lui qui décide. Moi, je suis là pour conseiller. Mais c'est son corps, c'est son âme, c'est sa maladie, c'est à lui de prendre la décision, en fait. Accompagné par des gens qui sont censés être des experts. Et là, c'est toujours le maître et le serviteur. D'un coup, on s'est substitué. Et en plus, ça implique, cette attitude anti, ça implique une perte de la notion qu'on est dans un cosmos dont on est solidaire avec tout et tout à sa place. Tout à sa place, même les virus, même les microbes, il n'y a qu'à voir le microbiote intestinal. Tout à sa place. Donc le problème, il est comment faire pour aider quelqu'un, pour l'inciter ou pour l'aider à remettre les choses en ordre, je veux dire, ça me fait penser à la définition du clair et du trouble en médecine chinoise. On dit, la pathologie, c'est pas qu'il existe du clair et du trouble, ils seront toujours là. C'est que chacun soit à sa place, que le clair soit en haut avec le cerveau, le poumon et le cœur, et que le trouble soit en bas, que le clair soit à l'intérieur et que le trouble soit à l'extérieur. Voilà. Oui, donc effectivement, c'est mettre les choses à la bonne place au lieu de considérer que certaines sont mauvaises et de créer en fait... Même le virus, pourquoi un virus m'attaque? Qu'est-ce que j'ai fait au niveau immunitaire pour qu'un virus vienne m'attaquer? Le problème, c'est pas le virus, des virus, il y en a des milliards. On n'a pas fini de courir derrière des virus. Le problème, c'est comment je peux faire pour avoir une immunité qui me permette de résister moi-même spontanément au virus. Et justement, cette immunité,
on ne va pas l'augmenter avec des antihistaminiques. Ben non, surtout pas. Ni inflammatoire, ni histaminique, ni tout, ni des chimiothérapies. Bon, il y a des cas où on ne peut plus faire autrement, ça veut dire... Une fois que C'est clair qu'à un moment donné, la loi de la matière s'est tellement emballée que c'est irréversible. Encore que. Encore que, on voit des exceptions. Hein. Ben, ça fait... En fait, cette logique-là fait le nid des allergies. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des traitements d'attaque, le corps, c'est Gaza, quoi. Il n'a plus de défense. Parce que derrière les allergies, il y a toujours une accumulation de toxines. Et dans les toxines, il y a tout, y compris les toxines psychiques, y compris les toxines médicamenteuses. Je veux dire, il y a un point que j'aime bien qu'ils disent fois, où ils disent ça aide à éliminer les toxines. Et rien qu'en éliminant les toxines, tu défatigues. Oui, alors... Et on dit que c'est un point après à instaurer après les grippes. D'accord. Ouais, donc aider le corps à faire le travail au lieu de faire le travail à sa place, quoi. Aider le corps, aider le patient à se réapproprier sa santé, aider le corps à faire le travail, et puis aider à soutenir le sain, et plutôt que de se battre contre le pervers ou le nocif. Et avant que la maladie devienne irréversible. Même si, je veux dire, bon, c'est curieux parce que de temps en temps, la vie te montre quelque chose tout à fait au début. Et je venais de m'installer à Ivry, c'était devait être janvier 63. Arrive un patient, toute évidence, c'était vésicule biliaire. On fait des radios intraveineuses et vésicule biliaire exclue. On dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est aller opérer. Donc on va à la clinique de la Porte de Choisy. Comme j'avais rien à faire, j'étais assisté à l'opération. Et c'était le professeur Moreau, je peux le dire aujourd'hui, il est mort depuis longtemps. Il ouvre et il voit une coulée de béton dans le ventre. Il fait une biopsie qui confirme le cancer. Et il part en me disant, qu'est-ce que j'ai une urgence, est-ce que vous pouvez dire à la veuve qu'il en a pour 15 jours? Tu pars d'abord parce que j'étais jeune et en plus parce que c'était pas mon idée, que j'ai rien dit du tout. C'était 1963. La dernière fois que j'ai vu ce patient, c'était en 1994, avenue Bosquet. Ah ouais. Et donc, il n'avait pas de traitement. Il lui avait dit, c'est même pas la peine de faire de chimio, il n'avait pas de traitement. Et c'était un retraité de la SNCF, il habitait Orly, il faisait son jardin. Quand je l'ai vu, j'étais un peu étonné. Il me dit, moi, je vais bien, moi. Bon, d'accord, je ne peux pas manger de chocolat ou de choses comme ça, mais sinon, je vais bien. Et puis voilà. Et Moreau était mort avant lui, d'ailleurs. Ah ouais. Donc, ça veut dire, il y a des fois où on ne comprend pas, il faut accepter de ne pas comprendre. On fait semblant de comprendre. Hein. Ça me fait penser à un proverbe chinois qui disait que le médecin qui n'a rien compris du début ne fait que dire l'heure du décès. Ça, c'est dangereux de faire des prédictions fatalistes. Alors, ça permet de se couvrir, mais en fait, ça met un verre dans le fruit, parce que si tu avais dit ça au patient, ou à sa femme, t'aurais créé quelque chose d'autre. Je le poussais au tombeau à tous les coups. Ouais. À tous les coups. Non, puis il y a toujours cette idée que la perversité, comme on dit, est fonction de la résistance. Donc, mais la résistance, c'est pas forcément une notion guerrière. Non, c'est une notion, c'est en soi, ça joue de soi à soi au fond. Parce qu'en fait, ça se joue de soi à soi, ça veut dire. S'il y a une forme de santé et de paix intérieure, ben voilà, ça fait une résistance naturelle sans qu'il y ait besoin à lutter, justement, c'est la force tranquille, quoi. Mais ça veut dire que il y a une confusion peut-être chez nous entre la prévention et le dépistage, peut-être. Parce que chez nous, j'ai l'impression, enfin je dis chez nous, je parle en Occident, mais on pousse au dépistage dans des tas de domaines, mais en fait, une fois que les champignons sont déjà sur les murs, c'est qu'il y a déjà de l'humidité dans les murs, donc c'est déjà tard, quoi. Comme dit le Sowen, c'est pas... on n'attend pas d'avoir soif pour creuser un puits. Il faut dire qu'il y a tout qui pousse au déséquilibre, hein. Ouais. Je veux dire, au niveau social. En dehors des problèmes intérieurs que chacun a pour trouver un équilibre, et on sait que même à 90 ans, c'est pas fini, tu es toujours en train de chercher, et c'est jamais acquis, quoi. C'est pas à pas, mais la société dans laquelle on est, pour moi, elle pousse à ça. Je veux dire, pour moi, la victoire du capitalisme, avec tous ses défauts, c'est d'avoir réussi à faire croire aux gens que pour être heureux, il fallait consommer.
Mais en fait, en consommant, quelque part, ils vont à leur perte. Parce que c'est ça qui est devenu l'objectif numéro un, et c'est pas ça qui va les aider à se restaurer, à être heureux, à quoi qu'on dise, et à retrouver un équilibre. Bah, c'est vrai que la déclaration de guerre qu'avait faite Macron en disant nous sommes en guerre, par exemple pour le Covid, ça fait d'abord consommer des médicaments. Après, nous sommes en guerre contre tel pays, ça fait consommer des armes. Donc en fait, on a surtout l'impression que c'est Zola qui disait on croit qu'on fait la guerre pour une patrie, puis on l'a fait pour des industriels, mais je crois qu'en maladie c'est pareil. Oui. On ne fait pas la guerre à une maladie, on a l'impression qu'on nous pousse à ça, sans parler des effets indésirables qui créent des nouveaux problèmes. Et c'est toujours cette logique de guerre, quoi. Alors comment on sauve Hippocrate là-dedans? Comment on fait? Comment est-ce qu'il y a dans le monde de la médecine conventionnelle, est-ce qu'il y a des gens qui portent toujours le discours comment dire, hippocratique, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'il y a encore des docteurs par palais, tu sais, comme dans Knock, ou est-ce que tout le monde sait Knock maintenant? Non, mais on trouve la preuve, c'est les gens qui viennent à l'acupuncture souvent, voilà. Qui viennent à l'homéopathie, ça veut dire qu'ils cherchent une autre médecine. Ouais. Mais c'est terrible, hein. Moi j'ai connu un patron de cardio qui est mort d'un Alzheimer, qui était à Cochin aussi, qui était un clinicien mais extraordinaire. Et quand il a pris sa retraite, c'est son élève qui a pris sa chaire, et quand il est venu dire, donc je dirai pas le nom, mais quand il est venu, l'autre a pris la chaire, il lui a dit, vous savez, je suis prêt à vous aider pour enseigner la clinique avant que ça se perde. Ah. Et l'autre lui a répondu, ça ne sert plus à rien, monsieur. Ah, déjà. Et c'est là que ça se perd, parce que la clinique, tu regardes, tu touches, tu interroges, ça veut dire rien que la relation qu'on établit, c'est déjà un traitement. Et le fait de rêver de télémédecine et de ne plus voir les patients, c'est vraiment la télémédecine, c'est la compensation à une organisation déplorable des soins qui fait qu'il y a des régions où il n'y a plus de médecins. Ça peut être intéressant, mais c'est jamais comme pis-aller, c'est pas un idéal. Et puis on a l'impression que c'est une sorte de but. C'est un pis-aller effectivement pour nous, mais on a l'impression que c'est ce qui est recherché un petit peu. C'est recherché parce qu'ils ont massacré la médecine avec les numerus clausus, enfin sur tellement de plans. Et que donc maintenant, on recourt à des pis-aller, mais... Ouais. En plus, je ne sais pas ce que donne, moi je n'ai pas l'expérience, mais que devient la relation médecin-malade quand on n'est plus en face à face, œil dans œil et cœur à cœur, et qu'on est à travers un écran. Alors être à travers un écran, quand on se connaît déjà, c'est autre chose. Ouais. Mais être à travers un écran avec quelqu'un que tu ne connais pas, ça veut dire... Ouais. Comment tu perçois ce que l'autre ne dit pas, mais qu'il a envie de dire au fond? Qu'est-ce qu'il demande sans dire? Il ne sait même pas lui peut-être qu'il demande. Ouais. Et quand sur l'écran n'apparaît qu'une radio ou un examen sanguin, c'est même pas un patient qu'on voit. Non. Donc ça m'avait fait drôle de voir à l'hôpital justement les malades qui sont dans des chambres, et c'est les infirmières qui font le tour, et puis les médecins sont enfermés dans une cage au milieu avec le nez sur l'ordinateur à regarder les examens ou les radios, mais il n'y a pas tellement de relation entre les médecins et les malades, quoi. C'est les soignants entre les deux. Et du coup, ça déshumanise le système. Alors, est-ce que ça facilite justement une logique de guerre de fonctionner comme ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est pas... C'est un pis-aller. Ouais. Enfin, ça rentrait dans le fait que c'est rentable pour ceux qui vendent des armes comme les laboratoires pharmaceutiques, mais sinon, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller. Donc ça veut dire, si je te comprends, que c'est plutôt en allant chercher d'autres formes de soins qu'en réformant, ce qui est très difficile de l'intérieur, je veux dire, le retour de la médecine d'Hippocrate à la place de celle de Pasteur, c'est pas gagné. C'est ça. Il faudrait s'adresser aux patients et aux médecins qui ont envie de traiter ou d'être traités autrement. Qui s'occupe de nouveau du malade plus que de la maladie. Mais... alors, je ne sais pas comment a évolué la formation médicale
depuis que toi tu l'as faite. Mais... Ah, c'est plus la même. Moi, je reconnais pas. Je reconnais pas. Celui qui faisait le diagnostic d'un anévrisme de l'aorte à la toux, Ouais. il n'avait pas besoin même pas d'une radio, ou l'autre qui ponctionnait les abcès du poumon. Mais il faut voir la relation que ça établit en plus. Ouais. C'est une vraie Ça veut relation. dire déjà le traitement a commencé rien que dans la manière de faire le diagnostic. Non, je me demande, est-ce que les médecins sont en paix avec eux-mêmes quand ils pratiquent une médecine comme ça, justement? Je sais pas, moi les je connais pas, tu sais, c'est un tel, les je trouve Ouais. que c'est très difficile. Ouais, c'est vrai. C'est les Tziganes, les Juifs, les Ah Arabes, oui, les j'aime pas. D'accord. Mais je pense qu'il y a des médecins qui recherchent autre chose. Mais je ne sais pas s'ils ont les moyens d'abord dans le système où on est, puisqu'ils ne peuvent même plus sortir d'un protocole, Ouais. et je ne sais pas s'ils ont les moyens d'accéder à ça. Et Oui, en fait, en plus, il y avait une chose qui est très importante, ça veut dire, au fond, Aubry, pour moi, ça a été un maître spirituel, c'est lui qui m'a indiqué la médecine, à travers ce qu'il disait au début et à la fin. Bon, ça veut dire qu'il avait une stature de maître à laquelle je pouvais m'identifier. Et c'est ça qui m'a conduit à la médecine chinoise, au fond, hein, avant la Chine. Hein. Mais plus ça va, et moins tu as de patrons de médecine qui ont des statures de ce type auxquelles les étudiants peuvent s'identifier. S'ils ne peuvent pas s'identifier, ils n'ont plus de repères. c'est vrai. Maintenant, il y a une chose qu'il faut pondérer. Comme on disait hier, on est à la fin d'un cycle, on est en hiver, on est loin finalement. Bon, on est en hiver, il faut attendre le printemps. Ça veut dire il faut se battre pour ceux qui feront le printemps demain. Et ceux-là auront un autre regard nécessairement. Faut juste pas perdre les graines, quoi, pour Oui. que ça repousse. Ouais. À la limite, il faut se battre pour le principe, sans chercher l'efficacité. C'est ça qu'il faut faire, on fait. Il faut témoigner de ça, on témoigne. Et tu sais, il y a une phrase de Rumi qui m'a libéré, moi, parce que j'ai toujours le trac. C'est vrai, parce que ça me dépasse tellement que je suis dans l'obligation d'être au plus juste, et que je ne sais pas si je vais l'être. Comme quoi, de ne pas dormir, ça n'empêche pas de l'être. Comme quoi. Et cette phrase, c'était Rumi. J'ai lu un jour Rumi qui dit « Enseigner, c'est raisonner dans le cœur de l'autre en un lieu que nécessairement tu ignores. Alors sois juste et sincère. » Ça veut dire, au fond, on ne sait pas où vont et les paroles et les actes quand on enseigne ou quand on traite. Ouais. Là, il me vient à l'esprit une dame, une dépression. On avait arrêté au bout de je sais pas, 4, 5, 6 séances, je ne sais plus. Oui. Et je la vois dans la rue, mais c'était 5 ans, 6 ans après. « Ah, vous savez, vous m'avez sauvé de ma dépression. » Ah oui? Oui, vous m'avez dit une phrase. Et cette phrase-là, ben voilà, ça m'a sorti de ma dépression. Je ne savais même pas quelle phrase c'était, je ne saurais jamais. Oui, mais c'est la sincérité qui a fait passer la... C'est la sincérité. Vous savez, le cerveau devrait être le serviteur du cœur. Le cœur, c'est le maître. Alors moi, j'avais au cabinet, quand j'avais un cabinet, un dragon immense, un pan, qui était noir, avec un dragon, l'eau en bas, le feu au-dessus, et qui était le pan arrière d'une robe de moine vietnamienne. Et souvent, je le regardais quand je me trouvais intelligent, parce que l'histoire, c'est la suivante. J'étais associé à Angoulême, lui faisait 8h, 14h, moi 14h, 22h. Et lui, il était au lit 40, j'ai fait 8h, 22h. Bon, j'étais jeune, d'accord, mais j'étais quand même rincé. Et arrive une jeune femme de 40 ans, assez jolie, un peu cassée en deux, et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Ben, cherche le docteur Kespi. Je lui dis, oui, c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un lumbago, je ne peux plus. Je lui dis, moi, je ne peux plus. C'est pas digne de faire un traitement. Ah ouais. Non, vous ne pouvez pas me laisser. Vous devez me traiter, vous ne pouvez pas me laisser comme ça, c'est pas possible. Donc, je cède, je la traite, et puis je la fais payer. Et je pars de là en colère après moi de l'avoir fait payer en disant, dans l'état d'épuisement où tu n'étais même pas capable de penser, et en plus tu l'as fait payer, j'étais vraiment en rogne. Et puis quand j'arrive à 14h le lendemain, elle est sur le... Non, 2 jours après, elle est sur le pas de la porte, toute guigrette. Puis je dis, vous avez l'air d'aller bien. Je lui dis, votre lumbago est parti. Elle m'a dit, dans la nuit. Je ne sais pas quel point, parce que je ne l'ai même pas marqué. Donc je ne saurais jamais quel point j'ai piqué. Elle me dit, elle avait un énorme paquet sous le bras.
Je lui dis, mais elle me dit, c'est pas ça le plus important. J'ai dit, c'est quoi le plus important? En rentrant il y a 12 ans, j'ai trouvé mon mari pendu dans l'entrée. J'attendais un mot. Vous me l'avez dit hier. Quel mot j'ai dit? Comment j'ai dit? Je ne saurais jamais. Ça veut dire, et ce jour-là, je me suis dit, attention, c'est pas quand que tu te crois le plus intelligent que tu l'es le plus. Ouais. Là, mon cerveau était tellement rincé qu'il s'est passé une espèce de cœur à cœur avec un point et avec un mot. Voilà. Et, puis, Et je regardais souvent, quand je me trouvais intelligent, je regardais le dragon en disant, méfie-toi. C'est pas forcément là que tu l'es le plus. Oui, il y a des... On a fait, il y a quelques années, lors des Humanides précédentes, il y a 2 ans, on a fait une sorte de charte des ethnomédecines. Et à la fin, c'est justement, il y a des facteurs de guérison qui nous dépassent. Et donc, avant de se glorifier de tous les résultats, il faut voir quelle alchimie s'est passée avec les patients. Et puis, mais n'empêche que s'il n'y avait pas eu cette alchimie-là, il n'y aurait pas eu non plus d'acte thérapeutique. Donc, il y a vraiment... la sincérité, c'est vraiment un prérequis finalement aux soins, quoi. Ouais. Je ne sais plus quel livre, le cher Tadili a écrit un livre, La voie traditionnelle, c'est la sincérité. Tu sais, ça me fait penser à une patiente. Elle devait avoir, je ne sais pas, 38 ans, 39 ans, et qui était arrivée la première fois avec la liste, ceux qui arrivent avec la liste de symptômes. Elle était en psychanalyse, et puis on se voyait tous les mois, et puis je cochais la liste et rien ne bougeait. Et au bout de 10 ou 12 mois, je ne sais plus, je lui dis, écoutez, on arrête, regardez. Et cette femme de 38 ans, les yeux dans les yeux, me dit, docteur, voulez-vous me laisser la liberté de garder mes symptômes et de trouver quand même que vous me faites beaucoup de bien? Ouh, oui, le vent a soufflé là. Hein. Ah ouais. Ça veut dire, c'est quoi l'efficacité? C'est quoi soigner? C'est quoi guérir? C'est quoi? C'est pas forcément effacer des... Bon, je dis pas, il y a des cas extrêmes. Quand tu as un cancer et des métastases, tu n'as plus le choix. Ouais. Quand tu as un lymphome, tu n'as plus le choix. C'est ça. Mais avant tout ça, il y a une façon de gérer le fonctionnement humain qui est... Et encore, il y a cancer et cancer. Quand on voit Leung qui meurt d'un cancer du foie, ou quand on voit Maharaj, Nisargadatta Maharaj, qui était une parole de feu, incroyable, et qui meurt d'un cancer de la gorge, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend aussi à quel âge. On peut mourir avec un cancer sans forcément mourir d'un cancer. Je crois que c'est son cancer qui l'a tué. Ah oui, lui quand même. Ouais. Ça veut dire, c'est... Oui. Et au fond, celui qui sait, c'est le patient. Si on prenait la peine, c'est pas toujours évident, ni pour le... D'abord, il faut pouvoir le faire en fonction de ce qu'on est, ce qui n'est pas évident, parce qu'on n'est pas toujours efficace, enfin, sur ce plan-là. Mais... Puis c'est cas par cas. C'est cas par cas. Mais il y a... Enfin, moi, je retiens que c'est du cas par cas, qui a une nécessité de sincérité, et donc ça veut dire que quand même, on est dans un rapport d'humain à humain, avec une volonté d'apporter de la paix. C'est-à-dire j'ai l'impression quand même la logique de guerre est liée au fait qu'on est focalisé sur la maladie au lieu d'être focalisé sur le patient. Peut-être que si on était plus intéressé par la personne elle-même, comme tout ce que tu es en train de donner comme exemple, on n'aurait forcément pas cet esprit guerrier de la même façon, quoi. Tu sais, en plus, bon, c'est peut-être faux ce que je dis, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de financier derrière, parce que avant, où est l'accompagnement? On a tout médicalisé, la ménopause, l'accouchement, on a tout médicalisé, mais c'est des, je veux dire... c'est des fonctions humaines naturelles. Hein? Ah oui, la ménopause, c'est quand même autre chose que le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants. Je veux dire, dans la Chine traditionnelle, tu connais les rituels. Avant, femmes et hommes avaient le linge séparé, la vaisselle séparée. Ils se rencontraient que pour faire l'amour. Et puis, une fois qu'elle est ménopausée, à 7 x 7, comme ils disent, à ce moment-là, ils se mettent tout en commun.
Ou en Afrique, ces femmes ménopausées, voilà qu'elles ont le droit de siéger dans le Conseil des sages. Je veux dire, c'est pas une catastrophe. Pourquoi on a été médicalisé ça? S'il y a besoin, parce que les symptômes sont tellement gênants, ok. Mais s'il n'y a pas besoin, pourquoi? Pour donner des estrogènes qui vont engendrer un cancer du sein. Et puis je crois que ça commence dès la naissance. Hein. Bienvenue d'un nouveau consommateur. On a médicalisé aussi tout, les accouchements, enfin, Alors là moi, encore, quand il y a un risque, c'est une chose, mais on artificialise ce qui est naturel. quelque part, je me dis, bon, c'est une fin de cycle, c'est pas la peine de se battre là où, pour ce cycle-là. Bon, il faut continuer pour le principe, et puis pour les germes de printemps hein, qui seront là, que je ne reconnais pas la plupart du temps, mais au moins eh ben, ils auront vu autre chose ou entendu autre chose. Et puis se battre contre une logique de guerre, c'est faire la guerre aussi. Ah ben donc, oui. Il vaut mieux effectivement se tourner vers autre chose, Ben oui. tranquillement. Quoi. Bon, ben on va continuer. Je sais pas si tu vois autre chose. Pour le moment, non. Non. Donc si tu veux la paix, prépare la paix. C'est ça le principe. Oui. Moi, c'est pas mal. Mais avant, auprès du roi, il y avait un bouffon Ouais. qui était au fond un sage, qui prenait l'air de bouffon parce qu'il n'avait pas envie de retour des bâtons. Ouais. Mais où il y avait des sages, même dans l'Antiquité grecque, chacun. Conseiller. Il est où le sage maintenant? Ah ben, c'est, Et c'est ça qui manque au fond. Il nous manque quelqu'un qui ait une vision et une sagesse. Pour Il y moi, avait, un je président, crois, c'est un visionnaire qui a un sage à côté de lui, qui est capable de, oui. bon, y compris de lui dire des vérités, sans être décapité après. Ben là, je crois que c'est les sages de McKinsey qui conseillent Macron, mais je suis pas sûr que ça marche de la même façon. Quoi. Ouais. Non, mais effectivement, il y avait, j'avais entendu parler d'une tribu comme ça qui était invitée en France. Je sais plus, des gens peut-être d'Amazonie ou je sais plus où. Et puis, donc, ils faisaient une petite tournée pour présenter un peu la vie de ces gens-là, qui est un peu, voilà, on promenait les Indiens. Et puis, ils arrivent dans une ville et on leur dit qui c'est que vous voulez rencontrer pour échanger. Ils disent, on voudrait parler à un sage de chez vous. Mais là, tout le monde s'est regardé en disant, mais qui c'est qu'on va mettre en face? Pour eux, c'était évident qu'ils voulaient parler à quelqu'un de sage. Mais de l'autre côté, ils disaient, qui on va mettre qui? Le maire, le curé, Et pourtant, il devait sûrement doyen de la avoir un fac. sage dans la région, mais il était peut-être caché aussi. Ah, mais il y en avait certainement, mais eux, ils pensaient tout de suite à appeler le doyen de la faculté, quoi. Mais c'était pas dit que même un érudit, c'était pas forcément un sage, quoi. Donc, je sais pas comment s'est soldée la rencontre, avec qui, mais on a un problème, effectivement, c'est qu'on a peut-être... en fait, pour avoir une société en paix, avec une médecine de paix, etc., il faut peut-être refaire de la place aux personnes qui mettent la sagesse avant l'intelligence. Il faut faire la place aux ancêtres plutôt qu'à la télé. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de cours de sagesse, il n'y a pas de... Non, parce que je crois que ça ne s'enseigne pas par la parole. Ben non. C'est par l'exemple, c'est ce que tu es, ou la manière dont tu es, dont tu te comportes, qui fait que, sans même que tu le saches, parce que tu ne le fais pas pour ça. L'expérience des anciens, mais on n'écoute plus les anciens, ou les maîtres de fac dont tu parlais, voilà, tout c'est en fait, si tu as un petit peu de bouteille, on te dégage en disant toi t'es trop vieux, puis on prend un jeune avec les dents longues qui raye le parquet à la place. Et donc en fait, pour sauver Hippocrate, il faut éviter les loups comme ça, quoi. Ouais, c'est pas évident. Je ne sais pas si avant c'était la majorité d'ailleurs qui pratiquait Hippocrate. Je ne sais pas, peut-être. Parce que le monde c'est le monde, la nature humaine c'est la nature Il humaine. prêtait le serment, mais ça ne veut pas dire qu'on le respecte, visiblement. Même que quand on se marie, on prête un serment aussi. Enfin bon, tout ça c'est des paroles, mais... Ben, c'est Lao Tzu ou Chuang Tzu qui dit plus tu feras de là, plus tu feras de réaction à la loi. Ouais. Après, dans les préceptes confucéens, il y a la fidélité à la parole. Quoi. Mais tout le monde n'est pas un gentilhomme. Cela dit, c'est terrible de sentir que on a cette responsabilité aussi. Parce qu'on fait, parce qu'on
parce qu'on est, même pas parce qu'on enseigne. Ah oui, ça c'est encore un paramètre, le côté... alors, à défaut d'exemplarité, au moins d'honnêteté, quoi. Mais Oui. effectivement, si... ben, Pas ça, être dupe de soi non plus. ouais, il y avait cette idée de... Ben, ça aussi c'est Confucius, mais de se gouverner soi-même pour gouverner ensuite sa famille proche, puis ensuite pouvoir participer à une organisation sociale plus large. Mais le principe de base, c'est déjà, est-ce que tu es capable de faire ce travail sur toi avant de vouloir le faire sur les autres? Et c'est valable pour un politicien, c'est valable pour un médecin. De quel droit on va vouloir changer les autres quand soi-même on a... Quand on dit, quand le ça est dans la résonance totale, le monde autour de lui va bien. Alors c'est vrai à tous les niveaux. À un tout petit niveau, ben, ça ira un tout petit peu bien, mais ça sera mieux déjà. C'est déjà quelque chose. Donc ça c'est important, ça veut dire que... Puis la bienveillance dont tu parlais tout à l'heure, c'est important, je trouve. Regarder l'autre comme ça avec bienveillance, sans jugement. Il est comme il est, et il est aussi bien que toi, et aussi bien que tout le monde. Parce qu'au fond, vu de Mars, quelle différence il y a, quoi. Je crois qu'il y a une tendance parfois à confondre diagnostic et jugement. Mais c'est pas la même chose. Le juge, Pas du tout. c'est un autre métier, juge. Mais, Diagnostic, diagnose, hein. mm. Diagnosis. Diagnose dedans. Donc c'est une connaissance, mais Ouais. pas un savoir, une connaissance. Mais je retiens aussi dans ce que tu dis qu'effectivement, la paix, c'est d'abord avec soi-même. À ce moment-là, on n'a pas envie de faire la guerre aux autres, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc je comprends mieux pourquoi le docteur Léon disait, si vous voulez soigner les gens, pratiquez une forme ou une autre de méditation. Dont parlait tout à l'heure Lisbeth, ça veut dire, ta relation adulte, c'est le reflet de la relation que tu as eue avec tes frères et tes sœurs. Symbolique ou réelle. Et si tu assainis cette relation-là, eh ben, tu arrêteras de projeter des fantasmes sur tous les frères que tu côtoies ou les sœurs que tu côtoies. Qui fait que tu te maries de telle manière, que tu as tel métier, que tu te comportes de telle manière. Ouais, donc il y a C'est un travail sur soi. Ouais, il y a des petits morceaux qui manquent dans la formation médicale, du coup, parce que le travail sur soi, c'est Ce pas... que je dis, c'est ce qui me venant d'où je viens depuis 1952, quand je vois que le Conseil de l'Ordre est obligé d'instituer des cours sur la relation médecin-malade. Mais je veux dire, nous, on n'avait pas de cours, on avait des modèles. Ouais. Ils étaient là. Tu n'avais rien à faire d'autre qu'à les regarder et qu'à absorber, tu sais, qu'à t'imprégner de ça. C'est un peu plus intéressant sous cette forme. Hein? Et ça, je sais pas si c'est... Il y a toujours des cours comme ça maintenant? Je sais pas. ben, j'ai vu récemment, Ouais. des cours sur la relation médecin-malade. Mais je veux dire, Ouais, s'ils formel. avaient des modèles, ils n'auraient pas besoin de cours. Et puis c'est autre chose que de parler, et c'est autre chose que d'être dans le service et de voir ton patron traiter telle personne, et chacun différemment, et chacun avec son temps. Même, il n'y a pas besoin que ça dure 1 heure. En 3 minutes, il peut s'en passer des choses. Pour moi, c'est la différence entre l'enseignement et la formation. Oui. Enseigner, ben, tout le monde peut faire ça. Voilà un cours sur... tu vois. Mais ben, tu peux... C'est comme à l'école quand il y a des cours, comment dire, sur... comment on appelle ça déjà, tu sais Puisqu'en fait, on n'enseigne que ce qu'on est, ben, le problème, c'est que suis-je? Que suis-je? Qu'est-ce que je projette? c'est ça. Et où est la malveillance en moi? On revient toujours à ça. Ça veut dire, l'important, c'est pas ce qui est beau. L'important, c'est la malveillance, c'est tout ce qui est difficile et qu'il faut corriger, et qu'on finit jamais de corriger d'ailleurs. Mais on ne regarde plus avec quel cœur les gens font les choses, on regarde la forme apparente avec laquelle ils font les choses. Oui, mais c'est la fin d'un cycle. Voilà. On ne peut pas demander à la fin d'un cycle d'être le début du cycle. Hein. C'est-à-dire, on est le plus loin de l'origine, de la lumière originelle, on est plus loin de toutes les origines. Kali Yuga, hein. C'est l'âge de fer. Hein. Bon, eh ben on se met en paix avec soi-même, on garde les graines au chaud. Voilà, et puis on témoigne pour le cas où.
Tu sais, pour finir, tiens, ça peut être une bonne conclusion. Un jour, j'étais en congrès à Lausanne et on me propose de voir un maître soufi qui s'appelait Titus Burkhardt, spécialiste d'art sacré. Et bien sûr que j'ai laissé le congrès, que j'ai couru. Et il me mettait en face de lui. Écoute, il n'y avait pas une cellule en moi qui ne chantait pas. Mais c'était incroyable. La lumière et la joie de cet homme qui avait, je ne sais pas, 75 ans au moins, avec une maladie de Parkinson. Et il me disait, posez-moi des questions. Mais je lui dis, moi, écoutez, il y a tout qui chante, je pense même plus, je ne peux pas vous poser des questions. Et il a tellement insisté que je lui ai posé la question bateau, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps où le monde s'effondre, où le monde s'enfonce? Et j'ai bien fait de poser la question parce qu'il a eu la réponse la plus belle que j'ai jamais entendue: constituer ou préserver des îlots de lumière pour le cas où. Voilà. Et j'ai dit, bon, on ne changera pas le monde. Tu ne peux pas changer 4 saisons, ben, l'hiver c'est l'hiver, tu ne peux pas faire qu'il n'y ait pas d'hiver. Mais constitue ou préserve un îlot de lumière pour le cas où. Et ça aussi, c'était un guide à partir de là. On ne sait pas, hein, pour le cas où, ça veut dire, c'est comme accompagner sans comprendre, ça veut dire. K-O ou K-O? Le cas où. C-A-S-O-U. Pour le cas où. Le cas où. Et puis il n'a pas fini la phrase, pour le cas où. D'accord, ouais. Bon, les deux marchent parce que le chaos aussi, ça aurait été possible. Non, mais dans le cas où, ça veut dire que tu ne sais pas. Bien sûr. Pour le cas où, et peut-être pour rien, mais tu ne sais pas. Non, mais il faut le faire. Ouais. Ça rejoint le... Et je trouve que c'était une magnifique réponse. J'ai plus regretté ma question que je trouvais idiote, parce que, quoi, c'est vrai, peut-être que c'est ça qu'on a à faire en ce moment, constituer ou préserver des îlots de lumière. Ouais. Que ça soit son cabinet, sa famille, son école. Ouais. Hein, une école, c'est un beau moyen de... C'est un îlot aussi, oui. Que ça soit l'ethnomédecine itinérante, ça aussi, tu sais, tout, chacun sur son mode. Ça... Oui, à sa façon. À sa façon et selon le temps où il est. Ouais. Bon, bah tu me files du boulot, c'est bien. Bon, Jean-Marc, je te remercie beaucoup. C'est pas que c'est moi qui te remercie, c'était une grande joie. Et quand des hommes se rencontrent, c'est toujours une grande joie. Hein. C'est vrai. Mais voilà, je suis très 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 content d'avoir la possibilité, très heureux d'avoir la possibilité d'enregistrer ces paroles-là pour que tu sois présent, parce que c'est la parole qui est présente aux Humanités de façon, voilà, peu importe l'enveloppe. Mais je me dis, j'ai pas regardé l'écran, moi je regardais lui, hein. C'est pas grave. Ouais, mais ça va, parce que là, il y a ça qui filme. Ouais. Moi c'est pareil, je regarde rien, mais... Bon, c'est plus naturel. C'est plus, voilà. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Ok, on discute 2 minutes. Alors, moi, il y a une chose que je veux discuter avec toi. J'y pense. Ouais, je t'en prie. Comment vous acceptez d'être traité non médecin? Je veux dire, est-ce que moi je suis non Patrick Chan? Non, je ne suis pas Jean-Marc Chan, je suis Jean-Marc Espy. Et je veux dire, ça fait 40 ans que je hurle en disant 2 choses aux médecins. Premièrement, on ne peut pas définir quelqu'un par le fait qu'il est non quelque chose, ça n'existe pas. Je dis, il est kiné, il est ce qu'il veut. Hein? Ça, faudrait que tu... Il est non-médecine, il est kinésie, oui, bien sûr, mais il n'est pas non quelque chose, j'ai jamais vu ça. Enfin, le seul non, c'est le ou, mais on ne parle plus de la même chose. C'est une très bonne remarque, je te serais reconnaissant de le dire, parce que c'est vrai que c'est fatigant d'être toujours appelé non quelque chose. Alors quand je dis ça aux médecins, je peux dire que c'est quelque chose de pouvoir médical, il faut se méfier. Hein. Mais, et deuxièmement, je trouve qu'honnêtement, pour les médecins, mais ça c'est pas audible aujourd'hui pour les médecins, je leur dis, vous savez, vous vous trompez d'ennemi. L'ennemi, c'est pas les non-médecins, c'est la finance pharmaceutique. C'est Vanguard qui est la finance pharmaceutique qui est majoritaire chez Pfizer et chez Moderna. C'est ça l'ennemi. C'est pas du tout... C'est assez flagrant, mais ils sont... Comment se rendre compte de son propre conditionnement? Parce que déjà dans les études, maintenant, elles sont faussées. Les études il n'y a qu'à regarder, c'est évident. Hein.
quand tu vois qu'il passe une loi dans laquelle les médecins qui ne suivront pas le protocole sont passibles de prison et d'une amende financière parce qu'ils ont tenu compte de la spécificité du malade et qu'ils n'ont pas suivi le protocole. Mais honnêtement, moi, tu vois, ça fait une bonne quarantaine d'années que je pratique et j'ai jamais eu de problème vraiment, ni avec des médecins. Il y a eu des fois des petites personnes qui pouvaient trouver que je leur... Enfin, une forme de jalousie de village, tu vois, des choses comme ça, mais ça va pas loin. Et puis c'est pas des patients qui se plaignent, c'est des non, c'est des médecins. C'est un autre problème. Mais globalement, moi, enfin, il y a une certaine liberté malgré tout. Alors bien sûr, c'est pas remboursé, tout ce qu'on veut, les gens, c'est une démarche qu'ils font. La justice sociale toi-même. On le fait soi-même, voilà. Mais je trouve les médecins, c'est plus dur pour eux. Par exemple, je vois avec l'épisode du Covid, parce que quand c'est une guerre comme ça, comme disait l'autre, nous sommes en guerre, c'est si tu n'es pas d'accord avec la doxa médicale officielle, tu es comment on appelle ça, un déserteur, tu vois. Alors que moi, à la limite, je suis comme un ennemi, mais l'ennemi, on le respecte. Peut-être on le met en prison, mais on ne le fusille pas. Je trouve que les médecins qui se sont opposés au discours ont souffert plus que ceux qui sont hors système, finalement. C'est sûr. Tu vois. Comment il s'appelle ce prix Nobel? Montagnier. Montagnier, franchement. Écoute, j'ai connu Montagnier. Ah oui. Alors physiquement, il était délabré parce qu'il ne faisait pas l'ombre d'un sport, il avait un cœur qui ne marchait pas bien, mais je peux dire qu'intellectuellement, je voudrais bien que tous les membres du Conseil de l'Ordre pensent aussi bien que lui. Clairement. Mais il s'est fait flinguer à bout portant. C'est honteux. C'est honteux. Alors voilà, moi ce que je voulais te demander, c'est est-ce que vous ne pouvez pas vous insurger, refuser d'être appelé non-médecin? En plus, je vais te dire, j'ai bien connu la ville-mairie, ouais. Alors, on avait des points communs, y compris l'amour du champagne. C'était un homme remarquable. Et ben, j'aurais préféré être piqué par la ville-mairie que par des tas de médecins. Oui. Ou par toi, que plutôt je disais ça à Lisbeth. Je lui dis, lui, je pourrais me faire piquer. Il n'y a pas beaucoup de médecins, non, je pourrais dire ça. Moi, j'ai eu l'honneur de piquer le docteur Léon, donc ça va maintenant, je me sens à l'aise. Eh ben, mais c'était pas rien quand même. Non, mais sur la fin, il avait un cancer du foie, et pour le soulager un petit peu, quoi. Oui, mais le fait qu'il ait fait appel à toi, c'est signifié aussi. Bah, ça m'a fait plaisir, mais ouais. Non, plus que ça. Il ne Oui. faut pas être modeste, Bon. là. Hein? Non, mais ce qu'il y a, c'est que... C'est une filiation, là. C'est une Ouais. filiation spirituelle, là. Hein? Ah bah, j'ai aussi... Je trouve que c'est ça qui est bien quand on passe du temps avec quelqu'un, c'est qu'on émet des nouvelles hypothèses que lui n'a pas dites, et puis il dit, ah oui, c'est ça. Et du coup, on sait qu'on est dans le truc, qu'on Ben peut oui. dire des Vous choses... vivrez ensemble. dire des choses que l'autre n'a pas forcément dites sans avoir l'impression de trahir. Et donc ça fait une tradition vivante, ça c'est bien. Alors que sinon, si on passe juste un petit moment, après on répète toujours ce que l'autre a dit, mais ça évolue pas. Mais c'est dommage. Donc, ouais, non, c'est... Mais du coup, Toi, tu avais un maître, et à la limite, nous, il s'est passé quelque chose d'étonnant au niveau de... Je parle de l'AFA, hein, je parle Ouais. pas des autres, c'est la mission de Chanfro et Bangui, qui était énorme quand même, qui étaient des vrais maîtres, mais qui n'était pas initié. Si Chanfro avait été initié par un Vietnamien, c'est vrai. Et il disait, le rôle de l'AFA et de la France, c'est de faire ressurgir un esprit de la médecine chinoise qui a été perdu en Chine. avec la Révolution. Ah ben, avec la révolution culturelle, c'était un carnage. J'étais là-bas pendant la révolution, c'était quelque chose. Hein. Ah ben, c'est là où les tenants de traditions anciennes, comme Léon, ils se retrouvaient à Oui. Laogai, dans les camps de travail, donc ils ont dû émigrer, oui. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs associations, j'ai pas tout compris, parce que ASMAF et AFA, c'est pas les mêmes. Non, l'ASMAF, c'est Soulier Morand, l'AFA, c'est de la FUI, qui n'était Ah, pas un type d'accord. bien d'ailleurs. D'accord. Tiens, efface ça. Mais Non, c'était non, pas un ok. type, c'est un sale type, c'est vrai. Tu peux laisser au fond, c'est vrai. Mais et qui ont été en guerre parce que de la FUI a porté plainte de Conseil de l'Ordre contre Soulier de Morand parce Ah qu'il oui, il n'était y a pas cette médecin. histoire-là, oui, d'accord. Mais on s'est réconciliés d'abord parce qu'on avait le même esprit, ensuite on n'était pas obligé de faire le culte des ancêtres au niveau de la guerre, et ensuite on aimait bien le champagne avec le président D'accord. de l'ASMA. Alors il y a eu c'est les deux plus vieilles associations, et puis il y a une multitude d'associations régionales, ils se sont regroupés au niveau d'une FAFORMEC, Ah, ok. mais qui est pour moi trop inféodée à la médecine occidentale. Ah, d'accord. Je ne peux pas participer à ça. Ah, ouais. Oui, bah, il y a toujours une question de maintenir un pouvoir, c'est toujours ça, la nature C'est le humaine. pouvoir médical. Ouais. Mais tu t'imagines pas
Je vais te raconter une dernière anecdote. Un jour, quand j'étais président de l'AFA, m'appelle le doyen de Cochin. Il était professeur de médecine interne, doyen, et il s'appelait, Kremer. Comme c'était le frère de l'acteur Kremer. Ah oui, d'accord, Bruno Kremer. Voilà, c'était son frère. Quespi, oui, je voudrais vous parler, parce que vous êtes le président de la plus ancienne association médicale et la meilleure, je dis c'est vrai, modestement c'est vrai, et je voudrais instituer un enseignement d'acupuncture à Cochin. Ok, j'arrive, et au bout de 5 minutes, il me dit on fait comment? Je dis attendez, si vous voulez faire un enseignement, ça veut dire qu'il me faut des consultations, ça veut dire qu'il faut une recherche, ça veut dire qu'on va faire inviter des sinologues, il y a tout un esprit de la médecine chinoise, il me regarde comme ça. Et quand il fronce ses sourcils, je lui dis, vous pouvez me dire honnêtement, pourquoi vous voulez instituer un enseignement d'acupuncture? Et j'ai une admiration pour cet homme, il ne m'a pas répondu, c'est pas validé, ça vient de Chine, il m'a dit, je ne supporte pas qu'une partie de la médecine soit enseignée en dehors de l'université et en particulier en dehors de mon hôpital. Clair et net. Ouais, ouais. Mais je l'ai remercié, j'ai dit, écoutez, bien Moi, sûr que je refuse, c'est clair. Mais vraiment, j'ai une grande estime pour vous parce que vous êtes un des rares à ne pas avoir raconté d'histoire. Ça, c'est le pouvoir médical. Ouais, On ne va pas ça. partir là-dessus parce que Non, c'est quelque chose. on sait bien que c'est une question de monopole, quoi. On va prendre 2 thés.